Bonjour Christopher. Bonjour Boris. Eh bien, écoutez, bienvenue sur Ludocorpus dans l'émission mensuelle d'entrée de jeu. Et je suis très heureux de vous accueillir. Et puis on va commencer sans plus attendre par une question somme toute assez classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Voilà, merci de m'avoir invité pour cet entretien. Oui, je suis Chris Gladhill, je suis professeur de linguistique anglaise à l'Université Paris-Cité depuis 2011. Voilà, et je fais partie du laboratoire Altae, je prononce ça comme ça. C'est un grand mélange de linguistes, spécialistes de l'anglais, donc linguistique anglaise, phonétique, sociolinguistique, beaucoup de terminologie linguistique, toutes les différentes sortes de linguistique appliquée, linguistique descriptive. Voilà. Et quelle est votre spécialité en général d'un point de vue scientifique? Alors, sur le plan scientifique, il y a pas mal. Comment me décrire? Je m'occupe de la phraséologie depuis toujours. Je travaille dans le cadre d'une approche qui s'appelle l'approche systémique fonctionnelle, linguistique systémique fonctionnelle de Michael Halliday. Donc, c'est un type de grammaire. Mais je travaille sur le français, sur l'anglais, l'anglais de spécialité. J'ai fait ma thèse sur la cancérologie. Et puis, donc ça a toujours été dans une optique descriptive en utilisant des corpus. Et puis, depuis quelques années, on va dire 4 ou 5 ans, je travaille sur le discours oral, les interactions orales, notamment dans les jeux. D'accord, Voilà. j'allais vous poser la question, comment êtes-vous tombé dans la marmite magique du domaine des jeux? Donc c'était peut-être que si vous voulez revenir sur ce point de votre trajectoire scientifique, comment avez-vous rencontré le domaine du jeu d'un point de vue académique? Alors, j'ai toujours été joueur, j'ai toujours joué depuis mon plus jeune âge. J'ai un exemplaire, ancien exemplaire de diplomatie. Je crois qu'on m'a acheté ça j'étais encore très petit, trop petit pour y jouer d'ailleurs. Donc, j'ai toujours été joueur et ensuite linguiste et ensuite universitaire. Donc, je me suis toujours intéressé à ça. Mais je crois que c'est uniquement pendant la pandémie, le Covid-19, que j'ai pris un petit peu de recul par rapport à mon travail habituel, qui a toujours été sur l'écrit, sur les langues de spécialité. La phraseologie, on l'étudie souvent dans les corpus écrits, n'est-ce pas? Et je me suis fait plaisir, je regardais des playthroughs, c'est-à-dire des séances de jeux en ligne ou des critiques de jeux diplomatiques ou des jeux de négociation stratégique. Et ça m'a tellement plu, je regardais j'ai écouté, j'ai étudié les interactions, les dialogues entre les joueurs, et je m'étais dit, bon, ça ce serait vraiment intéressant. Donc petit à petit, je m'étais en fait converti en analyste des discours parlés, c'est-à-dire interaction orale. Et à ce moment-là, je crois que j'ai contacté Natalia Wojtowicz, qui est conceptrice de jeux, et on a formulé entre 2021, 2022, les prémices du projet Polymetrics. Voilà. Et ben justement, vous devancez ma question suivante, puisqu'on va parler du projet Polymatrix qui a été soutenu par notre GIS Jeux Société. J'aimerais un petit peu avant tout que vous nous définissiez ce que sont les Matrix Games. Voilà, donc il faut bien préciser en français qu'il s'agit de Matrix Games, Matrix, et pas Matrix, ce qui est autre chose, c'est la métrique. Donc c'est Matrix, c'est une matrice, et c'est des jeux, euh, c'est traduit automatiquement par jeu matriciel. Je ne pense pas que ce soit la bonne traduction en français. Il y a plusieurs possibilités de traduction. C'est des jeux de négociation stratégique, je dirais. On peut dire des jeux de rôle sérieux. Ce sont un peu comme des jeux de rôle, finalement. On est lancé dans une situation réaliste, par exemple un séisme, ou un conflit humanitaire, ou un conflit militaire, où on est censé négocier. Et on a des équipes et on est censé débattre et parler. Donc même s'il y a un plateau, même s'il y a des activités, même s'il y a une activité kinésique, une activité matérielle, physique, on est censé négocier et parler.
Et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. Et ce sont des jeux qui sont utilisés majoritairement dans des contextes professionnels, des contextes commerciaux, militaires, des contextes de formation de professionnels, un peu partout. euh, dans le monde francophone, dans le monde anglophone, hispanophone. Et en fait, je peux ajouter des exemples. J'ai pas étudié la question plus en dehors de l'Europe, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en Europe et dans les pays anglo-saxons. Donc, ce sont des jeux, je dirais, des jeux de rôle qui n'ont pas tout à fait la même finalité que les jeux de rôle classiques où on s'amuse, où on explore, on utilise son imagination. Ce sont des jeux de rôle très bien structurés, avec une structure de négociation et une structure stratégique qui est bien encadrée. C'est souvent des jeux qui sont pratiqués par des gens qui sont bien entraînés, qui sont des professionnels ou qui sont en train de devenir des professionnels. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. C'est extrêmement clair, merci. Est-ce que je vous pose une question un peu de profane? Nous, on a souvent eu des collègues qui travaillent sur les jeux de simulation. Est-ce que ces deux univers se rencontrent parfaitement ou est-ce qu'il y a un certain décalage entre les deux Très bien domaines? vu, justement. Voilà, c'est des jeux de simulation. Donc, on peut dire jeux de rôle structurés ou jeux de rôle sérieux ou des simulations. Et je crois que c'est très proche de la simulation. La simulation, comme par exemple le Flight Simulator ou le simulateur de rencontre médicale où on s'entraîne à parler et à diagnostiquer des patients. Donc, c'est très proche de cela. Mais le Matrix Game est plus axé sur des situations de crise, je dirais. Et c'est très analogique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être sur place. On peut y jouer à distance, et d'ailleurs on l'a fait pour le projet, mais essentiellement on a besoin quand même d'un dialogue. Donc on n'est pas, je veux dire, les simulations, ça marche très bien quand on est tout seul. Justement, c'est pour ça que les pilotes s'en servent pour s'entraîner, pour apprendre à piloter, je crois. Donc oui, c'est entre le jeu de rôle, la simulation, euh, le jeu de débat, le jeu à débattre, et, euh, et ces gens-là, si je puis dire. À présent, je vous propose de parler directement du projet Polymatrix que vous avez conçu et mis sur pied, pardon, avec le soutien du GIS. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine du projet, puis nous le décrire, nous parler de son fonctionnement et comment vous avez procédé, quelle a été votre méthodologie? Alors, la méthodologie. Très concrètement, le projet, on va dire que c'est un projet pionnier. Ce n'est pas un projet qui arrive euh, à décrire à tout faire en un seul projet. Je crois que c'est pour 4 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, on n'arrive pas à tout faire. Donc, l'objectif principal du projet, c'est de compiler un corpus, de créer un corpus, d'identifier un corpus, c'est-à-dire une archive de dialogue, enregistrer, faire jouer déjà des joueurs, enregistrer leurs interactions, leurs dialogues, leurs multilogues, parce qu'ils se parlent entre eux. Ensuite, convertir cet enregistrement en texte, TXT, des fichiers TXT, et puis ensuite procéder à l'annotation linguistique de ces textes, de ces documents TXT, avec un ultime objectif de décrire linguistiquement les différents types de négociations, les différents types de dialogues qui peuvent avoir lieu pendant ces jeux. Donc très concrètement, euh, nous avons donc fait concevoir le jeu lui-même, Natalia Wojtowicz, qui s'appelle maintenant Natalia Tvartz, qui travaille à La Haye. Elle était enseignante-chercheuse chercheuse à La Haye, à euh, à l'Université des études appliquées euh, de cette ville néerlandaise. Et en fait, elle travaillait avant pour l'OTAN et elle retravaille maintenant. Donc, elle a changé de poste depuis la fin du projet. Elle retravaille maintenant pour l'OTAN pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre parce qu'on a besoin on a besoin de simuler. On a des guerres, malheureusement, et on a grandement besoin de personnes comme elle pour concevoir des jeux de formation, de ce type de formation. Donc, elle a conçu le jeu au départ.
on va dire autour de 2021, 2022, justement au même moment que de l'invasion de l'Ukraine, dont il est question dans le jeu. Elle conçoit le jeu, je la contacte pour ce projet, et elle dit, voilà, d'accord, ok, on va pouvoir tester le jeu avec toute une série de groupes d'étudiants pendant les années 2023-24, donc pendant la période du projet. Donc, elle a non seulement testé le jeu avec des étudiantes de son master en sécurité, mais elle a aussi testé le jeu avec des professionnels du jeu, dont des concepteurs de Matrix Games qui travaillent en Irlande, en Angleterre. Alors, le jeu, tout se passe en anglais. Donc, les étudiants, même si c'est des néerlandophones, ont quand même joué le jeu et ont participé en anglais. Donc, on a des enregistrements en anglais, mais parfois différents, avec des accents différents, avec des variétés différentes de l'anglais. Donc, ça, c'est aussi une question qui m'intéresse. Une des questions, enfin, il y a trois questions, si je puis dire, de recherche, une question linguistique. C'est est-ce qu'il y a des différences culturelles? Est-ce qu'il y a des différences entre des francophones ou des néerlandophones ou des anglophones britanniques, des anglophones irlandais, américains, canadiens qui participent à ces jeux? Et ça, on peut essayer de mesurer. Est-ce qu'il y a une différence entre le mode de jeu? Donc, le mode de jeu, c'est la version en ligne. Il y a une version carton du jeu où on a un plateau, on a du papier, on a des petits pions en carton. Une partie du budget a servi à créer un très beau plateau pour ce jeu. Une autre partie du budget a été utilisée pour l'enregistrement de ces séances de jeu. Puis un autre mode de jeu, c'est la version PDF où on déplace les pions à l'écran, dans une version PowerPoint ou PDF du jeu. C'est tout à fait possible. Mais on a des différences vraiment importantes entre les types d'interactions, la façon dont les gens se parlent, même les pronoms qui sont utilisés. Les références culturelles sont très différentes, les références terminologiques sont très différentes pendant ces séances en ligne. Donc on a ces deux différents modes de jeu. Et la troisième variable, je dirais, c'est le niveau d'expertise, le niveau d'expérience avec le jeu, le niveau d'exposition au jeu. Les joueurs et les joueuses expérimentés ont une autre façon de parler, une autre façon d'appréhender les négociations, et ça se voit, ça s'entend tout de suite dans les enregistrements que nous avons faits. On a fait à peu près 10 enregistrements, on a fait exactement 10 enregistrements, dont 9 sont utilisables, le dixième, pour des raisons techniques, n'est pas utilisable, ça fait partie des aléas de ce type d'expérience, et nous finissons par avoir je dirais, une distinction entre deux groupes, deux sous-groupes, deux types de corpus que nous pouvons comparer directement. Donc c'est très petit, c'est un tout petit projet par rapport à ce qu'on peut faire, hein. Il y a des projets beaucoup plus importants. Par exemple, le projet Stack, je ne sais pas si il y aura sans doute des spécialistes qui vont nous entendre, qui connaissent déjà ce type d'analyse. Donc le corpus Stack date des années 2016, je dirais, 2015, et ce sont des spécialistes de l'analyse des discours à Toulouse et à Édimbourg ont enregistré des séances du jeu Catan, qui est on le voit à l'état sur mes étagères. C'est un jeu non, de famille, c'est un jeu beaucoup plus simple, si je puis dire, mais les négociations sont quand même assez complexes. Et c'est des interactions qui sont enregistrées en ligne. Donc, dès le moment où on avait la possibilité de jouer en ligne, les linguistes, et les informaticiens, les spécialistes du TAL, traitement automatique du langage, se sont intéressés à ce type de corpus. Mais il faut dire que le jeu que nous avons créé pour le projet Polymetric, c'est beaucoup plus complexe. Je crois qu'on le devine. Le type de négociation, le type d'interaction qu'on peut avoir est beaucoup plus complexe. Voilà. Oui, si on peut dire, vous avez créé un jeu, modélisé un jeu sur mesure par rapport à l'objet d'étude. Donc ça vous a Voilà, permis exactement. de... Voilà, les Matrix Games, c'est souvent ça. On peut trouver des versions
commercial. Nous avons vu à la télé il y a quelques semaines, à la télé française, ils parlaient du jeu de guerre. Donc ça, c'est aussi une... On se parle souvent de wargaming, mais c'est pas vraiment des jeux de guerre avec des hexagones, c'est souvent des matrix games, en fait, qui sont créés, mais on appelle ça wargame. Même dans le domaine commercial, ils parlent de wargaming, alors que finalement, il s'agit de simulation, comme vous dites. Donc, ce genre de jeu est utilisé dans le monde professionnel. Mais souvent taillé sur mesure, comme vous dites. C'est des jeux les jeux qu'on peut acheter comme ça, comme ceux qui sont derrière moi là. Les jeux commerciaux, on ne peut pas très facilement les adapter à des séances avec des étudiants. Des étudiantes, ça ne marche pas aussi bien. On a besoin quand même d'un aspect pédagogique. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, j'aimerais que vous reveniez. Est-ce qu'on peut déjà tirer quelques conclusions scientifiques, ou du moins des pistes scientifiques sur cette première étape du projet? Et puis deuxièmement, vous l'avez aussi évoqué, en quoi le soutien du GIS vous a servi concrètement pour ce projet? Alors, je vais présenter le projet dans une semaine, à peu près, non, une semaine et demie en Norvège, pour la première fois officiellement. Mais ils ont déjà demandé l'article, donc on a déjà pu avancer quelques hypothèses, même s'il y a beaucoup de travail à faire, encore beaucoup d'analyses à faire. Je dirais que la collecte de données est terminée, mais nous n'avons pas, personnellement, je n'ai pas encore digéré les résultats. Mais si je peux avancer quelques hypothèses, je crois qu'il est possible, presque immédiatement possible, de reconnaître qu'il y a une distinction très nette entre le type de discours qu'on observe autour de la table, le jeu face à face, le jeu sur table, et le type de discours qu'on adopte quand on est en train de se parler, c'est le même jeu, mais en train de se parler via Zoom ou Teams ou la plateforme qu'ils utilisaient pour enregistrer les séances. C'est vraiment très différent. Je vous donne quelques exemples. Les questions-réponses sont beaucoup plus structurées. Chacun prend son temps pour parler. On a vraiment un partage du temps et ce qu'on appelle turn-taking, donc la prise de parole et le passage de parole est très très structuré. Je crois que ça fait partie de la discipline de l'interaction sur Zoom ou sur ces plateformes auxquelles on s'habitue. Alors, bizarrement, les séances sont enregistrées quand même sur Zoom et sur Teams, même avec la version sur table. Mais la caméra est là et les joueuses sont autour de la table, en train de se parler, en train de se couper la parole, en train évidemment communiquer visuellement. Il y a des gestes qui sont impliqués, il y a toute l'intonation. J'étais en train d'analyser une phrase hier où une partie de la négociation, c'est est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse ça? Non. Alors, si on n'a pas le plateau devant soi, on ne voit pas du tout de quoi les joueurs parlent. Donc, les joueurs moins expérimentés, les joueurs en face à face, les joueurs autour de la table, utilisent aussi beaucoup plus qu'exclamation, beaucoup plus on va dire, de discours familiers alors que les joueurs expérimentés, les joueurs en ligne, ont tendance à utiliser des prénoms, à utiliser des titres ou les titres imaginaires, parce que c'est un jeu de rôle aussi. Donc, ils vont dire, voilà, là, est-ce que le président de l'Ukraine, est-ce que le président de la Russie, je ne sais pas quel est le titre de Poutine, mais en tout cas, ou est-ce que Poutine ou Zelensky, donc il s'appelle Poutine, moi Zelensky, moi Poutine. Donc, il y a un aspect jeu de rôle dans les deux, dans toutes les séances en tout cas. Mais ces références sont beaucoup plus élevées, si je puis dire. Ces mots-clés sont beaucoup plus utilisés quand on est en train de jouer sur la version en ligne, si je puis dire, ou la version via un écran. Il y a d'autres différences, les différences terminologiques, les différences à l'écran, mais c'est sans doute lié au niveau je dirais, niveau professionnel, niveau d'expertise en jeu. Les références sont beaucoup plus larges que le jeu lui-même. C'est des références culturelles, des références terminologiques à la stratégie, par exemple stratégie globale, ou ce qui se passe en Corée, ou des analogies avec d'autres conflits. Alors que autour de la table, quand les gens jouent autour de la table, les références lexicales
sont beaucoup plus, c'est pas uniquement cela, mais c'est souvent beaucoup plus fréquemment, euh, tournent autour, portent sur ce qui est en train de se passer autour du plateau. Donc voilà, donc ce ne sont pas des observations définitives, ce sont des premières observations. C'est une étude, c'est une étude effectivement pour créer un protocole de recherche. Nous créons, j'apprends à faire un protocole de recherche en faisant ce projet. Donc, je crois que l'objectif principal du projet, c'était d'enregistrer des séances de jeu et puis ensuite de les décrire. Et moi, en même temps, j'apprends les différentes étapes, les difficultés que nous rencontrons lors des enregistrements. Par exemple, il ne faut pas enregistrer deux séances en même temps. Ça la haie, ils ont pas tout à fait compris ça au départ. Ils ont fait deux séances pour le prix d'une. Et malheureusement, Li Chao Zhu, il faut le dire, il a réussi à entraîner Whisper. Il utilise un système Whisper qui a séparé les deux conversations. Donc, imaginez, vous avez un micro et six personnes qui parlent en même temps. Eh bien, Whisper, avec l'intelligence artificielle maintenant, est capable de séparer toutes ces voix. Donc nous avons, enfin moi j'ai appris que pour un prochain projet, il faut vraiment bien stipuler, il faut vraiment bien préciser qu'il ne faut surtout pas faire ce type d'enregistrement n'importe comment. Alors il faut dire aussi que les séances en ligne sont beaucoup plus claires, ça, pour beaucoup de raisons différentes. Mais ça fait partie des résultats, si je dirais. Donc je dirais qu'il y a trois observations initiales qui doivent être étayées, qui doivent être complétées par des projets ultérieurs, mais je dirais qu'il y a trois observations initiales. La première observation, c'est qu'il y a une distinction très nette entre les types de discours qui sont adoptés par des joueurs non expérimentés, des non-experts, si vous voulez, et des experts. Je crois que là, on voit une différence entre le type de vocabulaire, le type de, la façon, le mode interactif est très différent. Et puis l'autre différence, c'est entre le mode de jeu, donc le mode en ligne est très différent, beaucoup plus structuré que l'interaction autour de la table, dont la communication est beaucoup plus complexe, très difficile à suivre parfois, mais tout à fait intéressante parce qu'il y a des éclats de rire, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme, de l'émotion. Euh, on pourrait penser que pendant une des séances, on pourrait penser que les deux joueurs étaient en train de se disputer, mais en fait, c'est des amis. Mais il y a un vrai jeu de rôle, il y a une prise de rôle qui est vraiment très intéressante à observer. Et je crois que l'autre observation, c'est que ce sont je dirais, une observation aussi que je n'ai pas évoquée jusque-là, c'est le type de négociation. Je crois que pour le jeu était fait pour arriver à la négociation. Mais finalement, ça s'avérait très difficile. Donc il y a des conclusions, je crois, aussi pour Natalia, qui a voulu qu'il y ait une phase de négociation dans chaque tour du jeu. Il y a une phase d'action, une phase action et une phase négociation, un peu comme dans le jeu diplomatie. Mais elle a découvert qu'il est extrêmement difficile de, de forcer ce type de dialogue. De l'autre côté, il y a de la négociation un peu partout, même en dehors des phases de négociation. Les joueurs ont la possibilité, comme c'est un Matrix Game, ils ont la possibilité je dirais, de débattre parce qu'il faut qu'ils gagnent des débats. Alors, le Matrix Game utilise un mécanisme de débat. Et donc, il faut persuader les juges qui sont présents, les arbitres qui sont qui sont présents. Il faut les persuader, il faut les convaincre d'un certain nombre d'arguments. Donc, c'est pour ça que ce sont des jeux qui s'apparentent aussi à des jeux de débat. Donc, voilà. Donc, beaucoup de choses, énormément de choses. Une dernière question, Christopher, sur ce projet. Vous l'avez déjà un petit peu abordé dans une question précédente. Quelle a été la nature du soutien de la dotation du GIS Jeux et Société sur votre projet? Est-ce que c'était un soutien sur l'intégralité du projet, une partie? Et concrètement, à quoi ça vous a servi cette dotation? Alors, le projet était très ambitieux
Nous avons demandé et reçu 4 000 euros, très concrètement. Et la moitié du budget a été dépensée à La Haye, aux Pays-Bas, et l'autre moitié à Paris. Et alors, à La Haye, aux Pays-Bas, nos collègues ont utilisé cet argent pour organiser, pour mettre en place les enregistrements. Donc, c'était effectivement l'organisation, la logistique, la création du jeu. Et puis, l'autre moitié du budget était dépensé à Paris pour rémunérer des annotateurs et donc pour rémunérer des stagiaires pour la correction et l'annotation. Donc c'est ce qu'on appelle une campagne d'annotation. Et la moitié de leur temps a été consacrée à la correction des enregistrements, parce que même avec Whisper, non seulement il y a des erreurs d'enregistrement, mais aussi des corrections à faire. Il fallait anonymiser ou pseudo-anonymiser les enregistrements pour des besoins de données, protection de la confidentialité. Mais aussi la standardisation, la normalisation. C'est-à-dire que je voudrais que, par exemple, certaines villes en Ukraine qui sont mentionnées dans l'enregistrement soient écrites, il faut que leur orthographe soit écrite de la même manière, que ce soit la manière russe ou la manière ukrainienne. Mais on ne peut pas avoir deux ou trois orthographes différentes. En anglais, c'est toujours une question. De toute façon, il faut bien que ce soit standardisé, normalisé. Donc, en fait, ce travail n'est pas trivial et il a fallu passer presque la moitié du temps à corriger les transcriptions, donc pour qu'on ait des transcriptions nettes. Alors maintenant, concrètement, je peux utiliser ces transcriptions, je peux montrer, je peux faire l'exercice à nouveau à de nouveaux étudiants. De nouvelles étudiantes vont devoir visionner les séances de jeu, je leur explique les règles. Natalia explique les règles pendant un quart d'heure au début du jeu. Et puis il y a 45 minutes de jeu de démonstration. Il ne joue pas jusqu'à la fin, de toute façon, du jeu. Il joue deux, trois tours. Et puis ensuite, on peut regarder, écouter et aussi suivre, hein, en annotant certaines. On ne peut pas tout faire, mais on peut sélectionner des extraits de ces enregistrements et annoter ou simuler une annotation linguistique de ces différentes sections. Donc c'est un formidable, c'est un formidable ressource de données en fait. Ça nous donne euh, presque 10 enregistrements avec une transcription que nous pouvons réutiliser dans des contextes pédagogiques. Donc voilà. Donc le projet en lui-même, pour 4 000 euros, finalement, c'est très peu parce que finalement, euh, euh, on peut imaginer beaucoup plus d'annotateurs, on peut imaginer beaucoup plus d'attention aux conditions d'enregistrement qui étaient finalement assez complexes et on aurait pu mieux penser, je crois, à la façon dont les enregistrements ont été faits. En assurant par exemple qu'il y ait vraiment que des séances avec des débutants, avec des joueurs expérimentés, que des séances où on a des anglophones natifs, des anglophones non natifs, etc. Finalement, on a donc un début, je dirais, un début d'analyse empirique, quantitative, une analyse quantitative qui est faite, mais sincèrement, pour faire cela scientifiquement, on aurait eu besoin d'une centaine d'enregistrements. Et ça, logistiquement, on n'aurait pas pu faire en 12 mois ou même en 2 ans, je crois. Voilà. Donc, voilà. Dernière question, ultime question qui revient un petit peu à votre trajectoire de chercheur. Quelle est votre actualité scientifique dans les semaines, dans les mois à venir? Alors, ce projet n'est pas terminé. On va continuer l'analyse de ces données. C'est pas fini. J'ai présenté déjà le projet avec Li Chao. Nous avons présenté en parallèle 2 émissions podcast sur une chaîne américaine, Beyond Solitaire, qui parlait des universitaires qui étudient les jeux. Donc, on communique, on diffuse. Moi, personnellement, je travaille sur le dépôt de 2 projets en lien avec les jeux. Donc, un jeu je dirais, un projet où on essaye de faire créer un jeu de cartes s'inspirant du jeu Dialect. Donc, c'est un jeu de rôle euh, dans l'apprentissage de la communication orale. Donc, assez éloigné du projet Polymatrix. Et puis, un autre projet
qui va s'appeler Diplometrics, cette fois avec metrics à la fin, ce qui est l'analyse de la textométrie. On va utiliser la textométrie pour analyser des séances du jeu de diplomatie. Alors, diplomatie, c'est un peu comme un Matrix Game, mais c'est un jeu que tout le monde connaît. C'est un jeu de plateau classique, un jeu de stratégie, mais qui nécessite cette équipe de joueurs et là, voilà, donc le jeu Polymetrics, c'est il y a deux protagonistes. On a la Russie et l'Ukraine. On a des questions de négociation qui sont binaires, c'est-à-dire est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas, ou tu as une contre-offre, une contre-proposition. Alors qu'avec diplomatie, il faut beaucoup plus de planification et les négociations sont beaucoup plus imbriquées. Donc ça va être encore plus complexe. Les leçons que j'ai apprises avec le projet Polymetrics vont certainement servir dans la conception de ce nouveau projet. Les erreurs que nous avons faites, bien sûr, mais aussi un certain nombre des conclusions, on a envie de les tester de manière beaucoup plus systématique. Voilà. Eh ben, écoutez, Christopher Gledil, merci beaucoup pour cette interview et d'avoir pris du temps pour venir nous parler de ce projet et de votre trajectoire de chercheur. Je vous dis à bientôt sur le Corpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Merci Boris, au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le Corpus.